Monsieur Comte-Sponville, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré Monsieur Lévi-Strauss à quelques reprises. Dans votre livre « Une éducation philosophique » édité aux presses universitaires françaises en 89, vous avez écrit un passage intitulé « Lévi-Strauss ou le courage du désespoir ». Est-ce que 20 ans après, vous êtes toujours en accord avec ce que vous écriviez dans ce livre ? Écoutez, oui, j'ai relu cet article, effectivement écrit il y a juste 20 ans. Je l'ai relu avant de venir ici, donc je l'ai fraîchement en tête. Et oui, je suis absolument toujours d'accord avec ce que j'ai écrit. Il faut dire que Lévi-Strauss lui-même, me semble-t-il, n'a pas beaucoup évolué depuis. La seule chose, mais il me semble, j'en parlais déjà un petit peu dans cet article, mais ce qui m'a frappé plus tard, je pense que c'est dans Histoire de Lynx, si mes souvenirs sont bons, où il y a un beau chapitre en relisant Montaigne. Peut-être j'avais pas encore pris conscience il y a 20 ans de l'extrême proximité de Lévi-Strauss avec la pensée de Montaigne, mais il se peut qu'il y a 20 ans, Lévi-Strauss lui-même ne s'en était pas encore rendu compte. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots, en quelques lignes, ce que vous disiez sur justement Lévi-Strauss et ce courage du désespoir ? Il y avait un paradoxe au départ. D'abord, un article que m'a demandé le Figaro littéraire, j'avais accepté, mais c'était quelque peu paradoxal parce que je ne m'intéresse absolument pas à l'ethnologie. Alors ça, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et mon article commençait par la phrase très fameuse de Claude Lévi-Strauss au tout début de Triste Tropique. Je crois que c'est la première phrase. « Je hais les voyages et les explorateurs ». Et je citais cette phrase et j'ajoutais « Et moi, je n'aime guère les ethnologues ». Voilà. Et quand on n'aime ni les voyages ni les explorateurs, ce qui est mon cas, mais pas non plus les ethnologues, on se demande pourquoi s'intéresser à Claude Lévi-Strauss. Alors d'abord, disons que le fait que l'ethnologie m'intéresse peu, c'est mon problème, c'est pas celui de l'ethnologie. Je m'intéresse peu aussi aux mathématiques. Si vous voulez, ça ne retire rien de nos mathématiques. C'est pas du tout un jugement de valeur, c'est l'expression d'un goût. Mais là, pourquoi aimer tellement un ethnologue quand on s'intéresse si peu à l'ethnologie ? Parce que cet ethnologue est philosophe. Alors, il l'a été biographiquement, ça a été son premier métier. Il était agrégé de philo, comme tout le monde, si j'ose dire, normalien, comme presque tout le monde. Mais il l'est resté. Il l'est resté malgré ce qu'il appelle son apostasie. Et alors j'ai relu, là ça m'a beaucoup frappé, j'ai relu ce matin avant de venir quelques textes malgré tout, dont la fin de Triste Tropique. Alors je vous raconte l'histoire. Moi j'ai lu Triste Tropique, là je peux dater parce que je préparais l'agrégation. Donc j'avais 22, 23 ans et parmi le programme cette année-là, il y avait la société. Et donc il fallait se former un peu sur l'ethnologie. Triste Tropique est un livre culte. Je l'achète, je le lis. Et je constate que je ne m'intéresse absolument pas à l'ethnologie. Moi, les histoires de Nambiquara, sincèrement, j'en ai pas grand-chose à faire. Je trouve ça très bien écrit, très intelligent, mais c'était pas du tout ma tasse de thé. Et puis, il y a le dernier chapitre, j'ai compté, c'est 12 pages. Je l'ai relu intégralement ce matin. Je pense que c'est l'un des 4 ou 5 plus beaux textes du XXe siècle, ou la deuxième moitié du XXe siècle en tout cas, écrit en français. C'est d'une beauté, d'une profondeur, d'une intelligence absolue, et ce n'est pas du tout de l'ethnologie, c'est clairement de la philosophie. Autre exemple, les mythologiques. Alors, je ne sais pas combien de lecteurs ont lu la totalité des 4 tomes des mythologiques. Je soupçonne qu'il y en ait en vérité assez peu. Je ne dis pas du tout ça contre Lévi-Strauss, parce que je le disais dans mon premier article il y a 20 ans, le travail ethnologique de Lévi-Strauss s'adresse au fond à des spécialistes, à ses collègues. Et Lévi-Strauss, je pense, en serait d'accord. Mais je suis incapable de lire ça en entier. C'est 4 fois 500 pages, 2000 pages d'ethnologie, ça me paraît insurmontable. Mais je savais qu'il y avait un final, le dernier chapitre du 4e tome, donc j'ai acheté le 4e tome et j'ai lu, j'ai feuilleté un petit peu le reste, mais j'ai surtout lu le final et à nouveau éblouissement total. C'est d'une beauté, d'une profondeur. Là encore, c'est l'un des plus beaux textes écrits ces dernières décennies en français. Voilà, donc il y a la fin de Triste Tropique, il y a le final de L'Homme nu, il y a la fin de La Pensée sauvage, une polémique avec très très respectueuse, chaleureuse même, mais assez sévère sur le fond avec Jean-Paul Sartre, ou sur le fond philosophique de la chose. Je suis absolument du côté de Lévi-Strauss, évidemment. Donc voilà, ce qui m'intéresse chez Lévi-Strauss, c'est pas l'ethnologue, il est incomparable, mais l'ethnologie, c'est pas ma tasse de thé. C'est quand il consent souvent à la fin de ses livres à faire de la philosophie. Et là, je le trouve bouleversant, de beauté. La langue est vraiment souveraine, mais surtout de profondeur, d'intelligence et, de mon point de vue, de justesse, parce qu'on partage un certain nombre d'idées, disons en gros le matérialisme, la critique des illusions du sujet, ce que j'ai appelé en effet une certaine éthique du désespoir, et jusqu'à certains goûts artistiques, puisque Lévi-Strauss, qui au fond
résume à lui tout seul une bonne partie de notre modernité intellectuelle, théorique et au bon sens du mot, n'a pour l'art contemporain que le plus grand dédain en bloc. On pourra peut-être nuancer dans les détails, vous l'interrogerez si vous le souhaitez, mais enfin, c'est le seul auteur, peut-être avec mon ami Luc Ferry, qui soit aussi sévère que moi sur l'art contemporain, disons l'art de la deuxième moitié du XXe siècle. Depuis le métier perdu des peintres, que regrettait Lévi-Strauss, jusqu'à ce qu'il appelait joliment l'insupportable ennui qu'exudent les lettres contemporaines. Et moi, qui étais très embarrassé quand j'avais 20 ans, parce que j'aurais bien voulu être moderne, comme tout le monde, si vous voulez, c'était plus facile, et tout ce que je voyais d'art contemporain me tombait des mains ou des yeux, et donc je me disais, mais après tout, je suis peut-être pas de mon époque. Et puis par chance, j'ai lu Lévi-Strauss, y compris les textes un peu esthétiques de Lévi-Strauss. J'ai eu le bonheur aussi de le rencontrer. On a parlé beaucoup d'art, en vérité, les quelques fois où l'on s'est rencontrés. Et ça m'a conforté dans l'idée qu'on n'avait pas besoin de faire semblant d'admirer ce qu'on méprisait, qu'on n'avait pas besoin d'aduler le n'importe quoi, la veulerie, la bêtise et le nihilisme qu'exudent le plus souvent nos artistes contemporains pour être moderne. Et que la modernité était aussi parfois de savoir dire non. Voilà. Et bien, le fait que Lévi-Strauss ait le courage de dire ce non clair, ferme, résolu à plusieurs des aberrations de l'art contemporain, ce courage-là m'en a donné un peu et m'a convaincu que finalement c'était peut-être pas moi qui étais réactionnaire ou archaïque, mais peut-être beaucoup de nos artistes qui s'étaient égarés. Est-ce que vous, en tant que philosophe, vous avez beaucoup appris sur le plan philosophique grâce à lui et il a nourri votre pensée et vos livres ? Il m'a plutôt confirmé, parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup de textes philosophiques, encore une fois, de Lévi-Strauss. Et puis, je l'ai lu malgré tout assez tard, parce que le premier texte, Triste Utopique, j'avais 22, 23 ans. Alors, je préparais l'agrégation, mais je connaissais quand même déjà pas mal de philosophie. Et donc, il a plutôt conforté des intuitions ou des idées que j'avais trouvées ailleurs, ou que parfois j'ai pu croire avoir inventées, qu'il ne les a fait naître, si vous voulez. Pour moi, c'est une lecture un peu tardive, puisque donc 22, 23 ans pour Triste Utopique, mais le final de L'Homme nu, je l'avais lu peu de temps avant l'article de 88, vous voyez, donc c'est pas des lectures pour moi de jeunesse. Alors en quoi a-t-il conforté mon point de vue ? S'il y avait un point... Il y en a deux. Il y a la critique du sujet. La critique des illusions du sujet, les fausses évidences de la conscience de soi, cette prétendue transparence, alors qu'on voit très nettement dans la critique, la polémique avec Jean-Paul Sartre, mais c'est aussi bien une polémique, d'ailleurs il le dit, contre le cogito de Descartes. Je pense, comme lui, que le moi n'est rien que l'ensemble des illusions qu'il se fait sur lui-même. Et que donc, si on part du moi, l'introspection ou le cogito à la Descartes ou à la Sartre, on n'en sortira jamais. Et la philosophie va devenir une espèce d'auto-contemplation de la conscience par elle-même, c'est-à-dire, dans le meilleur des cas, une phénoménologie, et dans le pire des cas, quelque chose qui relève du narcissisme ou de l'introspection ou du journal intime. Moi, j'aime les philosophes qui pensent plutôt contre eux-mêmes. Alors, le modèle, philosophiquement, c'est Spinoza, bien sûr. Si vous écrivez l'éthique moré géométrico à la façon des géomètres, et même si, bien sûr, ça n'est pas de la géométrie, mais c'est une façon de se déprendre, comme dirait Lévi-Strauss. Et je crois qu'en effet, philosopher, c'est apprendre à se déprendre. Se déprendre de quoi ? D'abord de soi, d'abord de ces fausses illusions de la conscience. Alors, cette critique du sujet, c'est le côté bouddhiste de Lévi-Strauss. Deuxième chose qui m'a beaucoup apporté, dans mon tout premier livre, Le mythe d'Icare, donc paru en 84, j'avais 32 ans, mais je l'ai écrit à 29, 30, 31 ans. J'avais de longues pages sur le bouddhisme. Je ne suis en rien bouddhiste, je ne crois pas à la réincarnation, rien de tout ça, mais j'étais frappé dans le bouddhisme justement par une spiritualité qui s'installait au-delà de l'ego, une spiritualité qui s'enracinait dans une critique du sujet, dans une critique des illusions du sujet. Et à la fin de Triste Utopique, par exemple, et encore dans le final de L'Homme nu, je découvre que Lévi-Strauss n'avait pas du tout peur, lui, d'affirmer sa proximité sur ces points. Il n'est pas plus bouddhiste que moi, bien sûr, mais d'affirmer sa proximité sur ces points avec ce qu'il appelle joliment le sage au pied de l'arbre, c'est-à-dire le Bouddha lui-même. Donc la critique du sujet, c'est ce qu'on peut appeler le côté bouddhiste de Lévi-Strauss. Deuxièmement, une éthique du désespoir. Parce qu'au fond, Lévi-Strauss est matérialiste, il le dit rarement comme ça, mais enfin le mot apparaît souvent sous sa plume, c'est-à-dire qu'il ne croit en aucune transcendance, en aucune âme immatérielle, en aucun Dieu immatériel.
il est matérialiste et donc il pense, comme tous les matérialistes, que la vie ne débouche que sur le néant. Que l'homme n'a pas toujours existé sur Terre, il n'existera pas toujours et qu'au bout du compte de toutes les aventures humaines, de toutes les créations humaines, il ne restera, c'est les dernières phrases de l'ONU, que le constat aboli qu'ils eurent lieu, c'est-à-dire rien. On pourrait croire que c'est du nihilisme, pas du tout. Parce qu'au contraire, le fait que tout vienne du néant et finalement retourne au néant, enfin, que tout vienne de l'être, mais d'un être sans conscience, la matière, l'énergie, et que tout finisse par se dissoudre dans la mort ou l'entropie, ça n'est pas une raison pour renoncer à agir. Le fait qu'on doive mourir, vous et moi, c'est pas une raison que je sache pour renoncer à vivre. Si bien que la leçon de Lévi-Strauss est une leçon de courage, il s'agit de vivre et lutter, penser et croire, garder surtout courage. Je crois que c'est la fin, là encore le final de l'ONU. Vivre et lutter, penser et croire, garder surtout courage. C'est le contraire d'un nihilisme. Si bien qu'il y a, et c'est peut-être le troisième proximité, donc éthique du désespoir, on n'a pas besoin d'espérer une autre vie après la mort pour prendre soin de celle-ci, pour vivre et lutter, garder surtout courage. Troisième point, alors ça m'importe peut-être aujourd'hui davantage parce que c'est plutôt des projets de travaux que j'ai, mais je partage évidemment le relativisme de Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de valeur absolue, que toute valeur est relative à une certaine société, à une certaine époque, bref, à une certaine culture, comme il dirait, ce qui interdit bien sûr de dire quelle culture est objectivement supérieure à une autre. Et puisqu'on ne peut juger des différentes cultures qu'à l'intérieur de l'une d'entre elles, ça interdit évidemment tout jugement absolu sur leurs valeurs respectives. Mais ce relativisme de Lévi-Strauss, là encore, n'est pas un nihilisme. Le fait que toute valeur soit relative à une certaine civilisation, ça ne veut pas dire que les valeurs ne valent rien. Le fait que Bach, Mozart, Rousseau relèvent de la civilisation occidentale, ça ne retire rien au génie de Bach, Mozart ou Rousseau. Ça interdit d'en faire des absolus. Mais leurs valeurs, du point de vue qui a produit leurs œuvres, reste évidemment incomparable. Et Lévi-Strauss est le premier, évidemment, à le dire. Et ce qui me frappait dans les textes que j'ai relus ce matin, c'est que ce relativisme, que j'appellerais moi un relativisme pratique, qui porte sur les valeurs, n'est pas du tout un relativisme théorique qui porterait sur la vérité. Et c'est peut-être le quatrième point qui m'importe, qui est le rationalisme de Lévi-Strauss. C'est-à-dire que Lévi-Strauss croit à la vérité, et le seul moment où il parle d'une supériorité absolue, c'est à propos des sciences. Voilà. Notre civilisation fait preuve d'une supériorité absolue en matière scientifique. Mais oui, évidemment. S'agissant de valeurs, personne ne peut dire si notre culture est supérieure, de valeur morale ou esthétique, personne ne peut dire si notre culture est supérieure, disons, à celle des Nambikuara ou à celle des anciens Grecs ou à celle des anciens Vikings, que sais-je. Mais s'agissant non plus du bien, mais du vrai, s'agissant non plus de valeur, mais de connaissance, alors c'est incontestable. Notre connaissance à nous est objectivement, absolument supérieure à celle des anciens. Ce qui permet de penser un certain progrès des connaissances et peut-être aussi par là même, au moins partiellement, un certain progrès de la civilisation, puisque les connaissances font partie de la civilisation. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de points. Et des points où on n'est pas si nombreux. Les gens qui se disent matérialistes, croyez-moi, sur la scène philosophique ou intellectuelle à Paris, on n'est pas si nombreux. Des gens qui se disent relativistes mais qui refusent le nihilisme, on n'est pas si nombreux, parce que pour la plupart des gens, le relativisme et le nihilisme vont dans le même sens. Si vous êtes l'un, vous êtes l'autre. Lévi-Strauss montre que c'est faux. Des gens qui critiquent l'art contemporain, des gens qui critiquent les illusions du sujet, des gens qui pensent que le moi n'a aucune existence substantielle, que le moi est toujours une réalité illusoire. Voilà, quand même, nous ne sommes pas si nombreux, si j'ose dire, à penser ça, et c'est pourquoi la présence de Lévi-Strauss, je dirais volontiers la lumière de Lévi-Strauss a été perpétuellement pour moi un encouragement. Selon vous, il représente le dernier grand penseur du XXe siècle ? Écoutez, ça on en dit à chaque fois qu'il y en a un qui meurt ou qui fête ses 100 ans, mais il meurt plus souvent qu'il n'arrive centenaire. Non, ça n'a pas de sens. Je ne vois pas au nom de quoi faire cette hiérarchie. Et puis d'abord, il faudrait parler de gens qui ne sont pas français. Il y a des philosophes majeurs, entre Sartre et Lévi-Strauss, c'est pour ça que la polémique est si belle à la fin de La pensée sauvage, c'est qu'ils discutent au fond d'égal à égal, et il a raison, pour moi c'est du même niveau. Alors savoir si Lévi-Strauss est supérieur à Sartre ou Sartre supérieur à Lévi-Strauss, ça n'a pas de sens.
l'œuvre philosophique de Sartre est supérieure. Mais oui, parce que Lévi-Strauss ne s'est pas voulu philosophe, il s'est voulu ethnologue. Mais les 3 ou 4 textes incontestablement philosophiques, ou les 7 ou 8 textes incontestablement philosophiques qu'on trouve chez Lévi-Strauss, sont, à mon avis, sensiblement supérieurs, ou en tout cas plus vrais que la philosophie de Sartre. Mais là, bien sûr, ça engage ma propre pensée. Et puis, il y aurait tous les penseurs étrangers. Si vous voulez, il faudrait évoquer Russell, il faudrait évoquer Wittgenstein, ou français, il faudrait évoquer Simone Weil, dont on parle très peu. Je parle bien sûr de la philosophe, qui pour moi est un personnage considérable. Il faudrait évoquer Alain, que plus personne ne lit, mais on a bien tort. Il faudrait évoquer Bergson. Enfin, le XXe siècle, en matière intellectuelle, n'est pas si pauvre que ça. Donc, il ne s'agit pas de faire un classement. En revanche, encore une fois, dans la deuxième moitié du XXe siècle, parce que le XXe siècle est double pour la pensée comme pour les arts, là, la guerre a fait une espèce de césure, la Deuxième Guerre mondiale. Pour la deuxième moitié du XXe siècle, Lévi-Strauss est assurément l'un des très très grands. Peut-être en ethnologie le plus grand, mais encore une fois, là, je suis mauvais juge, ce n'est pas à moi de le dire. Mais surtout, c'est l'un des plus singuliers, parce que précisément, tenir bon sur le matérialisme, sur le rationalisme, sur le relativisme, tout en refusant le nihilisme, et avoir ce regard lucide et sévère, je dirais lucide donc sévère, sur l'art contemporain, je ne vois pas qui d'autre on pourrait lui opposer. Quel souvenir gardez-vous de votre première rencontre avec Lévi-Strauss ? Je me souviens bien, donc j'avais écrit cet article à la demande du Figaro littéraire. Pour la petite histoire, j'avais beaucoup hésité parce qu'à l'époque, écrire dans le Figaro, ça me paraissait quand même très, très, très suspect. Puis moi, je l'avais fait parce que c'était le Figaro littéraire, puis c'était Lévi-Strauss. Et je commande donc un article au début un petit peu irrespectueux. Donc je hais les voyages, les explorateurs, et je n'aime guère les ethnologues. C'était ça, mieux écrit que ça, me semble-t-il, mais c'était ça le début de l'article. Et j'explique pourquoi, le paradoxe, c'est que Lévi-Strauss prétend avoir apostasié la philosophie, et moi, je ne m'intéresse pas à l'ethnologie. Comment ça se fait que pourtant ce type me passionne ? C'est ça l'objet de mon article, et je disais en substance, pour une bonne part, ce que je viens de répéter autrement aujourd'hui. Voilà, j'envoie l'article au Figaro, et je reçois quelques jours après un coup de fil de Jean-Marie Roire, qui à l'époque dirigeait le Figaro littéraire, m'a dit, écoutez, quand j'ai vu votre article, j'étais un peu embarrassé, parce que je l'ai trouvé un peu irrespectueux. Je l'ai fait lire à Claude Lévi-Strauss. Il m'a dit, littéralement, me dit Jean-Marie Roire, que c'est le meilleur article qu'il ait jamais lu sur lui-même. J'avais, en 88, j'avais 36 ans, si vous voulez. Finalement, ça n'a pas l'air si jeune que ça, mais moi, ça me paraît maintenant très jeune. Évidemment, cet hommage-là, en fait, tout privé qu'il fut, mais m'avait évidemment infiniment touché. Et le plus étonnant, c'est que Lévi-Strauss, quelques jours après, ou quelques mois, peut-être après, je ne sais plus, devait faire une émission de télévision organisée par Didier Héribon autour de Lévi-Strauss. Et il y avait beaucoup de gens, un peu de la génération de Lévi-Strauss. Et Héribon avait dit à Lévi-Strauss, ce serait bien qu'il y ait un jeune, quand même, un intellectuel un peu jeune. Et Lévi-Strauss avait dit, invitez André Comte-Sponville. Et ça avait beaucoup surpris Didier Héribon, dont je pense que ce que je faisais ne lui plaidait pas trop. Enfin, j'en sais rien, peut-être que je me trompe. Enfin, Héribon m'avait fait part très expressément de sa surprise. Et donc voilà la première fois où j'ai rencontré Lévi-Strauss, sauf erreur de ma part, mais c'était sur un plateau de télévision, pas en direct, d'une émission autour de Lévi-Strauss, mais dans mon souvenir, pas en direct. Et puis je lui ai retourné le compliment, si j'ose dire, parce qu'après on m'a proposé une émission à France Culture, voilà, autour de moi, je ne sais plus comment on appelait ça, enfin bon, c'était un samedi après-midi, une émission qui m'était consacrée. Et j'avais demandé, donc il fallait que j'invite de grands témoins, j'avais demandé qu'on invite Lévi-Strauss, qui avait accepté. On avait fait l'enregistrement, c'était pas en direct là encore, l'enregistrement chez lui. Et puis il y a eu comme ça quelques autres, mais vous savez, on a dû se rencontrer 5 ou 6 fois. Hein. Mais ça a toujours été pour moi très marquant. Et puis surtout, on s'est lu, je lui envoie tous mes livres, évidemment, depuis le début, y compris le Mythe d'Icare. Mon premier livre, 84, donc là, il ne savait absolument pas qui j'étais. Eh bien, je vais vous dire, en 84, j'avais 32 ans, j'envoie mon premier livre à 100 ou 150 personnes, des journalistes, des intellectuels. La première lettre de remerciement que j'ai reçue était signée Claude Lévi-Strauss. Ça commençait par « Chers collègues ». Il l'avait sans doute pas lu, c'était 8 jours après l'envoi de service de presse, mais lui au moins avait répondu immédiatement. Voyez, et c'est une leçon pour nous tous. Et puis après, une fois qu'il a commencé à me lire, puis qu'on s'est un peu parlé, il m'a écrit des lettres que j'ai bien sûr toutes gardées, mais toutes plus chaleureuses les unes que les autres. C'est-à-dire qu'il m'a vraiment lu, il m'en parle toujours de façon à la fois très chaleureuse, des fois distanciée, bien sûr, tout ce que je fais ne lui plaît pas également, mais
dans l'assez grande solitude intellectuelle, au fond, dans laquelle je me sentais et je me sens encore pour une bonne part. Là encore, le fait d'être encouragé, soutenu, aimé en quelque chose, même de loin par Claude Lévi-Strauss, ça a fait partie des choses qui ont compté dans ma vie. Il y a eu 3 maîtres pour ça. Il y a eu Marcel Conche, qui a été mon maître à la Sorbonne, Louis Althusser, qui a été mon maître à Normal Sup, et puis Lévi-Strauss, dont on pourrait dire que c'était mon maître lointain, le maître qui n'a jamais été mon maître. Et c'est vrai que les 3 m'ont accompagné, encouragé, soutenu et que ça a beaucoup compté. Juste une dernière question. Vous disiez que vous aviez partagé une discussion sur l'art avec Claude Lévi-Strauss. Pourriez-vous nous faire partager un petit peu ? Oui, on a fait des émissions, peut-être, je ne sais plus sur quoi c'était. Après, comme ça, on a effectivement d'autres choses, mais toujours autour d'une émission de radio ou de télévision, plus souvent de radio d'abord, d'ailleurs dans mon souvenir. Ah oui, une fois j'avais déjà fait 25 émissions sur Montaigne pour France Culture, une émission de 10 minutes, diffusée tous les matins un été, qui commençait par la lecture d'un texte de Montaigne, commenté une fois sur 2 par mois, une fois sur 2 par un invité. Évidemment, le texte sur les sauvages de Montaigne, sur les Indiens d'Amérique, j'avais demandé à Lévi-Strauss de le commenter. Il l'avait très gentiment accepté. Il faudra un jour dire que les archives de France Culture rediffusent ça. Ça a bien 15-20 ans, cette histoire-là, je pense, une quinzaine d'années. Et j'étais peut-être là, donc je devais aller chez lui, j'imagine, pour enregistrer cette émission, et on commence à parler de musique. Et à l'époque, j'étais en train d'écouter beaucoup de Brahms. Je me suis dit, je suis plongé dans Brahms, j'adore ça. Et il m'avait répondu, je vois trop où ça mène pour aimer ça. Parce que il est... entre guillemets, plus réactionnaire que moi en matière d'art, ou plutôt il met le moment où pour lui la direction devient mauvaise beaucoup plus en amont que moi. Moi, finalement, c'est vraiment la deuxième moitié du XXe siècle, déjà certaines choses au début du XXe, mais je n'ai rien, évidemment, contre Degas, si vous voulez, je n'ai rien contre Ravel ou Debussy. Je pense que Lévi-Strauss est bien plus réticent que moi. Voilà, donc on a parlé un peu peinture, beaucoup musique, un petit peu littérature, mais comme ça, vous voyez, en attendant une prise de radio dans des choses comme ça. Une dernière anecdote qui me vient, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de la dire. J'ai rencontré une fois l'un de ses fils. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais j'ai rencontré un homme qui était un fils de Claude Lévi-Strauss. Je ne sais plus du tout dans quel contexte. On devait préparer un débat, une conférence, que sais-je, mais on prend un verre ensemble et je lui dis, ça ne doit pas être facile d'être le fils de Lévi-Strauss. Il me dit non, c'est très difficile. Et il m'explique que son père l'est emmené au Louvre extrêmement souvent. Enfin bon. Mais il me dit, mais vous savez, le plus difficile, vous savez ce que ça a été? Je lui dis non. Il me dit, écoutez, de toute ma vie, je n'ai jamais entendu mon père dire une seule connerie. Je lui dis, ça fait une sacrée différence avec mon père à moi. Vous voyez, et ça, je trouve, je dis la chose, je trouve ça dit quelque chose sur Lévi-Strauss, dont il ferait saluer aussi l'extrême élégance intellectuelle, la courtoisie, mais aussi l'extrême élégance du port, quoi. Cet homme très grand, très mince, avait une allure, d'ailleurs très grand, je n'en sais rien, mais il me paraît grand dans mon souvenir, mais peut-être justement parce qu'il avait cette élégance extrême. Mais j'ai rarement vu cette conjonction de l'élégance intellectuelle et de l'élégance physique et d'élégance morale à ce point d'évidence. Juste un dernier point sur la question de la règle. Vous qui êtes un chantre du bonheur, vous ne vous êtes jamais érigé contre cette philosophie de la règle ? Non, mais d'abord, je suis un chantre du bonheur. J'aime mieux être heureux que malheureux, mais je suis sûr que Lévi-Strauss aussi. Et je pense qu'il n'y a pas d'humanité sans règle. Et donc, il n'y a pas de bonheur sans règle, évidemment. Oui, c'est l'un des textes que je n'ai pas évoqué parce que j'ai pris le biais philosophique, mais parmi les rares textes ethnologiques que j'ai lus, il y a les structures élémentaires de la parenté. Et là, au contraire, c'est quelque chose dont je parle assez souvent ces temps-ci dans différentes conférences que je fais. Montrer que l'humanité s'invente par la règle. C'est-à-dire que le paradoxe de la prohibition de l'inceste, si vous voulez, cette règle universelle. L'universalité étant le critère de la nature, comme vous le savez, et la particularité réglée étant le critère de la culture. Comment se fait-il qu'il y ait une règle universelle? Une règle, donc, c'est de la culture, universelle, donc, c'est de la nature. Et Lévi-Strauss, dans les structures élémentaires de la parenté, propose l'hypothèse que c'est justement parce que la prohibition de l'inceste nous fait passer de la nature à la culture qu'elle a les deux caractères habituellement opposés de l'une et de l'autre. Elle est universelle comme tout ce qui touche à la nature,
particulière et réglée comme tout ce qui touche à la culture, parce qu'elle assure le passage de la nature à la culture. Eh bien, l'humanité étant à la fois naturelle, Homo sapiens sapiens, et culturelle, évidemment, sinon nous ne sommes que des grands singes avec un peu moins de poils et un peu plus de cervelle. L'humanité étant à la fois naturelle et culturelle, on peut dire que l'humanité ne devient vraiment humaine que par la règle. Et dès lors que le bonheur est un état humain, évidemment, il n'y a pas de bonheur sans règle. J'ajoute que je pense que l'idée même de bonheur laisse Lévi-Strauss un peu perplexe, mais évidemment, quand je parle de bonheur, c'est pas la félicité, c'est pas le bonheur absolu, une joie souveraine et perpétuelle, c'est le peu de bonheur qui nous est accessible. Disons que c'est tout espace de temps où la joie paraît immédiatement possible. Et je suis sûr que Lévi-Strauss, même pessimiste comme je soupçonne qu'il est, a connu ces moments où la joie paraît immédiatement possible. C'est ce que j'appelle le bonheur. Nous terminons cette émission avec une très jolie phrase. Merci Monsieur Comte-Sponville d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que dans votre livre Une éducation philosophique, vous avez écrit le passage Lévi-Strauss ou le courage du désespoir. Il est édité au PUF en 89.